On a l'impression qu'on ne nous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Merci. Donc la quatrième table ronde que l'on entame cet après-midi a pour titre la gouvernance. Quelle gouvernance pour les antennes de l'AFB dans les Outre-mer? Je pense que d'abord nous pouvons nous demander ce que chacun d'entre nous met derrière cette notion de gouvernance. Et est-ce qu'il existe une bonne gouvernance? Parce que j'ai pu voir à travers les contributions qu'on avait quand même pour beaucoup des notions un petit peu différentes de ce que devrait être la gouvernance. Le terme de gouvernance, mais je pense que vous le savez tous, il s'est imposé au cours des années 90 comme le symbole d'une nouvelle modernité dans les modes d'action publique et est devenu en quelques années un des lieux communs du vocabulaire de l'aménagement du territoire. Néanmoins, cette banalisation, comme les critiques qu'a pu susciter cette notion, ne doivent pas faire oublier les potentialités d'innovation qu'elle recèle. L'environnement a été, depuis plusieurs décennies, et reste aujourd'hui encore un laboratoire où s'inventent en permanence de nouvelles formes de gouvernance, procédures démocratiques de consultation, formes flexibles de coordination, modes de gestion décentralisés, utilisation du contrat, de la médiation ou des incitations économiques, gouvernement par l'information et les principes, etc., etc. Certaines dérives peuvent cependant voir le jour, donc il faut faire très attention, comme par exemple la captation, et c'est fréquent, du débat public par une minorité de groupes d'intérêt ou d'experts, une attention trop faible à l'effectivité des politiques mises en place ou une croyance illusoire dans des engagements trop flexibles. Et enfin, le constat d'un certain découpage entre politique traditionnelle et politique délibérative qui conduit finalement à maintenir celle-ci dans une position marginale, ce qui est quand même dommage. La gouvernance peut être considérée comme un ensemble de dispositifs, de procédures, d'instruments qui ne peuvent fonctionner que s'ils sont appropriés, mobilisés par ces acteurs, ayant un accès équitable à la décision, partageant un minimum d'intérêts communs et disposant de marges de manœuvre suffisantes. Donc quand on a dit ça, déjà, on voit la complexité de la chose. Son efficacité, sa crédibilité sont donc liées à des conditions très précises. Attention aux problématiques mal structurées, aux acteurs nombreux et mal identifiés, aux intérêts fortement divergents et aux rapports de force défavorables. Quand les conditions d'une bonne gouvernance ne sont pas réunies, a priori, elles doivent donc être construites. La bonne gouvernance accorde une place centrale à l'information et la connaissance, non seulement comme condition de mise en œuvre des politiques normatives, mais aussi comme alternative possible à ces politiques. L'information ne suffit pas, malheureusement, pour construire une culture commune ni pour produire une mobilisation collective. Il faut aussi pouvoir la relier à l'action quotidienne des individus, à leurs possibilités concrètes d'intervention dans la vie démocratique et plus largement à une mémoire partagée. Mais je peux aussi poser la question, outre qu'est-ce que la gouvernance, mais qui doit gouverner? Et ça n'est pas non plus la question la plus facile auquel on peut répondre. Et puis, les débats de ce matin, les 3 tables rondes que nous avons pu avoir, ont amené un certain nombre de questions, je ne vous le cache pas, en tout cas, moi, m'ont interpellé sur un certain nombre de points. Et donc, pour s'inscrire de la meilleure manière qui soit dans la gouvernance, je crois qu'il faut pouvoir répondre à quelques questions. Et je m'adresse là directement aux préfigurateurs. Quel est le mandat exactement des préfigurateurs? Parce que si on n'a pas toutes les réponses à nos questions, comment est-ce qu'on peut organiser de toute manière cette gouvernance? Ça va être un peu compliqué. Comment se répartissent les rôles des différents préfigurateurs et l'outre-mer dans tout ça? Quelle est sa place? On est là pour en discuter, mais c'est important. On a aussi besoin d'en savoir un petit peu plus sur le calendrier de l'Agence française pour la biodiversité, parce que ça va nous aider à savoir comment les choses vont pouvoir se mettre en place derrière. L'organisation des conseils aussi concernés, comment est-ce que on arrive à une articulation logique bien huilée entre l'Agence française pour la biodiversité et ses déclinaisons outre-mer
et par exemple le CNML, parce que depuis que j'ai cette casquette, elle est rivée sur ma tête et j'ai un peu de mal quand même à m'en défaire. Donc il faut qu'on arrive à caler ce genre de choses aussi. Mais quel est le rôle, par exemple, aussi du comité spécialisé du CNTE? Il y a quand même pas mal de choses auxquelles on n'a pas forcément les réponses, mais messieurs Letchimy et Lurel pourront sans doute nous aider à y répondre. Enfin voilà, il y a quand même... après, il y a des observatoires existants, il y a un certain nombre de comités, d'entités. Comment est-ce que tout ça s'articule? Comment est-ce que tout ça pourra fonctionner ensemble? C'est, à mon avis, très intéressant. Où se situera le siège de l'agence? Et là, je suis volontairement provocatrice, parce que depuis ce matin, et à vous écouter tous, j'ai l'impression qu'on a peut-être pris un peu les choses à l'envers. Voilà, l'outre-mer, c'est 80% de la biodiversité. Vous avez été nombreux à le dire depuis ce matin. Est-ce que, du coup, on n'aurait pas dû commencer par l'outre-mer pour aller vers l'Hexagone, où restent les 20% de la biodiversité qu'il faut protéger et dont il faut s'occuper aussi? Et donc, du coup, est-ce que le siège de l'agence doit être à Paris ou est-ce qu'il doit être dans un outre-mer? Pourquoi pas? Après tout, je crois qu'il faut aussi réfléchir à cette question. Mais comme je l'ai dit à M. Laroussini, je suis volontairement provocatrice dans mon introduction. Il y a... et vous le disiez aussi ce matin, je pense que c'est vous, madame, ce matin qui en parliez, des comités d'orientation thématique. On a parlé outre-mer, on a parlé littoral, on a parlé zone de montagne, mais vous avez évoqué la mer, mais on a assez peu parlé de la mer finalement dans toutes les tables rondes de ce matin. Donc c'est un élément extrêmement important pour la biodiversité et donc il faut aussi remettre la mer au cœur des problématiques et là vraiment être très offensif là-dessus parce que c'est un secteur qu'on ne doit absolument pas laisser de côté. Le CA a 39 personnes. La ministre nous a quand même rassuré tout à l'heure, je pense, en nous disant et en le disant à la presse, que les territoires seraient tous représentés avec voix délibérative. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça veut dire qu'on aura effectivement chacun notre place. Mais malgré ça, il y a encore des choses sur lesquelles on doit travailler et que l'on doit définir. Donc pour parler de la gouvernance, cette gouvernance, elle doit être partagée, bien entendu. Elle doit être partagée et est-ce que les antennes, les déclinaisons outre-mer de l'AFB, du coup, même si elles ont leur place au conseil d'administration, est-ce qu'elles auront une certaine autonomie sur place dans chacun des outre-mer ou est-ce qu'elles seront tenues par une stratégie nationale qui va être mise en œuvre et qui va être déclinée après par territoire? Ou est-ce qu'on fait le sens inverse, comme je le disais tout à l'heure? Il y a des problématiques différentes, et on l'a vu à travers vos contributions à tous, différentes entre les DOM et les COM. Et ça, c'est aussi assez significatif, parce qu'il y en a qui maîtrisent un certain nombre de choses à travers le statut qui est le leur, quand il y a une certaine autonomie au niveau du statut. Pour les DOM, c'est un peu de manière différente. Comment s'envisage aussi la répartition entre État et collectivité, quelle qu'elle soit? Ça, c'est aussi intéressant et les exemples sont vraiment divers et variés, je dirais, à travers aussi vos contributions. Et puis, bon, il y avait quand même un certain nombre de questions qui étaient posées à travers le questionnaire. Et je pense que les gens qui sont autour de moi sur cette table ronde vont pouvoir nous aider à y répondre. Je pense que vous les connaissez tous. Est-ce qu'on a besoin de faire les présentations ? Non, je pense que... Pardon ? Au fur et à mesure. D'accord. Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut déjà prendre la parole? Est-ce que Viviane, peut-être, au titre du Conservatoire du Littoral?
Mais je pense pas. Ah, voilà. Ça marche. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je n'aurais pas salué au cours du repas. Merci de me laisser la parole de prime abord. Alors, vous dire, oui, que je suis présidente du conseil d'administration du Conservatoire du littoral, national du littoral, et des espaces, des lacs, des grands lacs. Et donc, je suis députée des Côtes d'Armor, donc aussi avec une forte entité, une forte régionalité, comme vous dans les Outre-mer. Donc, vous dire peut-être par rapport à l'expérience du Conservatoire national du littoral, une expérience de 40 ans, puisque cette année nous fêtons le 40e anniversaire, une organisation, comment ça se passe justement? Nous avons un conseil d'administration national, où chacun des représentants des conseils de rivage assistent et votent à ce conseil d'administration. Alors évidemment, on travaille uniquement sur les côtes, aussi bien dans les Outre-mer que en métropole. Mais vous dire que là, à l'intérieur du conseil d'administration, chacun peut voter justement et représenter. Vous dire aussi qu'au niveau de ces conseils de rivage, mais c'est un exemple, mais on peut peut-être des fois utiliser certains exemples et les adapter justement pour l'Agence française de la biodiversité. Il y a un référent, je pense que c'est important, qui est un référent, un coordonnateur pour l'Agence de la biodiversité dans chacun des territoires. Alors on a parlé tout à l'heure quel périmètre pour ces territoires qui reste à définir, qu'il vous reste à définir aussi, je pense que c'est important. Mais une fois ces territoires définis, je pense que ce coordonnateur aura justement le devoir d'organiser et de mettre autour de la table à la fois les administrations qui sont présentes sur les territoires, et elles sont différentes, mais aussi évidemment les collectivités qui ont des intérêts, et aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, le monde associatif et économique. Parce que là aussi, chacun, et la société civile, parce qu'on a parlé tout à l'heure du citoyen, il faut aussi qu'il s'accapare et qu'il prenne en compte l'importance de son milieu de vie, en fin de compte, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de biodiversité, mais en fin de compte, c'est tout ce qui l'entoure qui fait la biodiversité et son écosystème. Et donc, à partir du moment où l'ensemble de ces personnages sont autour d'une table, on peut discuter, on peut proposer du coup des projets et les faire remonter ensuite au niveau national. Donc, moi, je vois un petit peu le fonctionnement de cette manière-là. Alors, il reste évidemment beaucoup d'interrogations. Hein. On a parlé aussi, et tu en as fait part, de la mer. Je pense qu'on parle beaucoup de l'économie bleue. C'est quelque chose qu'on ne souligne pas suffisamment. Ce sont aussi des richesses qui sont autour de la France entière et qu'il y a lieu de prendre en considération. Donc il y a aussi les pêcheurs qui font partie prenante. Donc voilà, brièvement brossé. Vous dire aussi que le Conservatoire du littoral est surtout un établissement foncier. Sa spécificité, son cœur de métier, c'est bien le foncier. C'est bien pour protéger, pour ouvrir et donner en gestion. Ce n'est pas un établissement de plus qui va s'occuper de la biodiversité, mais c'est un établissement foncier qui est là pour vous aider sur l'ensemble des territoires au niveau du littoral, et pas à l'intérieur des terres non plus. Voilà. Merci Viviane. Donc je rappelle en fait les questions qui étaient posées dans le thème de cet atelier, qui étaient donc quelle gouvernance pour l'Agence française pour la biodiversité, et on nous demandait de préciser quelle gouvernance locale était envisagée pour l'antenne de l'AFB sur nos territoires respectifs. Quels pourraient être les liens entre la gouvernance locale de l'AFB avec la gouvernance nationale? Sur quel périmètre? Ça, on en a parlé ce matin, mais c'est vrai que c'est très important et il faut définir ça de manière très claire pour savoir après comment on va fonctionner. Si le découpage qui était préconisé paraissait correspondre et adapter en tout cas aux besoins des territoires, et si ça n'était pas le cas, quelle implantation on préconisait. Donc, est-ce que nos autres invités, donc soit Erika ou Gabriel peut-être?
Merci, c'est Karine. Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Gabriel Serville, député de la première circonscription de la Guyane et également maire de la ville de Matoury, là où se situe l'aéroport Félix Éboué. La question pour nous en Guyane, elle est quasiment déjà tranchée puisque les débats de ce matin nous ont permis d'expliquer dans quelle mesure on pouvait considérer que la Guyane avait été précurseur en la matière, parce qu'elle a eu l'opportunité de mettre en place l'Observatoire de la biodiversité amazonienne de Guyane. Donc on a déjà fait un grand pas en avant. Ce qu'il faudrait, c'est que ce projet puisse être validé par le gouvernement et pourquoi pas être généralisé dans ses grands principes aux autres territoires. La chance qu'on a eue aujourd'hui, ce matin en tout cas, c'est que sans le faire exprès, on a débordé sur toutes les questions qui étaient programmées pour ce séminaire. Et j'ai presque envie de dire que quasiment tout a été dit. Néanmoins, je me pose la question de savoir est-ce que tout sera entendu? Est-ce que tout sera entendu? Moi, j'ai un doute. Parce qu'il est de coutume que les parlementaires, que les élus des Outre-mer se bagarrent, qu'ils se battent pour pouvoir faire entendre leur voix. Et j'ai beaucoup apprécié ce matin les interventions de nos deux collègues, Serge Letchimy et Victorien Lurel, notamment lorsque Serge rappelait à quel point il a fallu batailler pour pouvoir faire entrer un certain nombre de considérations d'outre-mer à l'intérieur de ce projet de loi, alors que tout le monde reconnaissait que la grande majorité de la biodiversité de France se trouve en outre-mer. Mais cela dit, nous sommes plus ou moins habitués à vivre ce genre de situation, puisque dernièrement, j'ai participé à la conférence environnementale où il était dit effectivement que 80 à 85% de la biodiversité se trouve en outre-mer. J'ai cependant relevé qu'au moment de la synthèse, l'outre-mer figurait pour seulement 5% dans la déclinaison synthétique qui a été réalisée à la fin de cette conférence. Alors, je voudrais simplement faire une intervention qui va peut-être resituer la question dans un contexte global, qui se décline, selon moi, sous trois aspects. Il y a le contexte politique, le contexte géopolitique et le contexte sémantique. Le contexte politique, c'est de rappeler à nos collègues de la France hexagonale, les députés qui ne sont pas très nombreux. D'ailleurs, ma voisine Viviane me disait que c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de parlementaires de la France hexagonale pour entendre ce qui se dit, parce qu'à un moment donné, ces questions vont arriver devant le Parlement et il appartiendra aux députés et aux sénateurs de prendre une position, de trancher. Et il est bien évident qu'on ne peut pas valablement trancher si on ne maîtrise pas le sujet. Et donc le contexte politique, si je puis le rappeler aux personnes ici présentes, c'est que j'avais notamment 1 an, lorsque le général de Gaulle, de passage en Guyane, disait qu'il était normal, compte tenu de l'éloignement, de la nature des choses, des contraintes physiques et géographiques que connaît le territoire de la Guyane, que dans sa gouvernance, que dans sa gestion, on puisse introduire les souplesses nécessaires pour permettre à la Guyane d'évoluer beaucoup plus rapidement. Ça n'a pas été dit avec ces mots, mais en tout cas, c'est l'idée que le général de Gaulle, en 1960, déclinait sur le territoire de la Guyane. Et il se trouve que depuis, eh bien, on a vu que les élus de Guyane, mais tout comme ceux des autres outre-mer, n'ont eu de cesse de se bagarrer pour pouvoir faire entendre leur voix sur tous les aspects de la gouvernance, sur toutes les formes de gouvernance et sur toutes les thématiques, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'aménagement du territoire, pour le développement économique. Ce sont des batailles homériques qu'on livre régulièrement pour pouvoir se faire entendre. Et à partir de ce moment-là, je considère que évoquer la question de la gouvernance de cette agence dans sa déclinaison locale ne peut pas se faire en déconnexion totale des statuts de chacune de ces régions d'outre-mer. Parce qu'il y a une forte corrélation entre la manière dont on va accepter les gouvernances locales et la manière dont ces collectivités sont gouvernées actuellement.
Il y a le contexte géopolitique pour ce qui concerne le territoire de la Guyane. Certaines personnes avant moi l'ont parfaitement rappelé ce matin. La Guyane se situe dans un bassin de vie. Je crois que le collègue Jean-Paul Ferreira, qui est maire de la commune d'Awala-Limapo, l'a clairement signifié lorsqu'il a parlé de bassin de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on extrait la Guyane de son contexte naturel, géographique, géopolitique, avec des voisins que sont le Suriname et le Brésil. Et à partir de cette question sur le contexte géopolitique, eh bien, nécessairement que l'on va devoir aborder la question de la coopération, mais qui a déjà été abordée ce matin, de savoir comment on va mettre en évidence l'interdépendance qui lie les destins de la Guyane à ceux de ses voisins. Et comment faire pour que dans notre gouvernance, on soit capable également de prendre en considération le fait que cette interdépendance, que ces interactions qu'il y a entre la Guyane et les pays voisins, à un moment donné, peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes sur la manière dont on va gérer, sur la manière dont on va protéger notre biodiversité. Cela a été dit, le taux d'imprégnation mercurielle dû à l'orpaillage clandestin sur le territoire de la Guyane, des fois au cœur même du parc amazonien de Guyane, dans des zones qui sont censées être protégées, le pillage des ressources halieutiques contre lequel tout le monde se bat depuis des décennies et pour lequel on n'arrive pas à trouver les éléments de réponse idoines, sont, de mon point de vue, des questions fondamentales auxquelles il faudra penser à porter des éléments de réponse avant que de penser à une forme de gouvernance qui peut-être ne correspondrait pas aux réalités du terrain auquel nous sommes confrontés. Donc il y a ce préalable, cet état des lieux qu'il faut pouvoir réaliser et faire en sorte que nous trouvions les éléments de réponse adaptés. Sinon, on risque de tout perdre. J'ai envie de dire que la France pourrait tout perdre. Quand on voit que la Guyane, ça représente quand même un tiers du massif forestier français, et on voit dans quel état ce département est laissé à l'abandon, on peut valablement se dire qu'avant de poser la question de la gouvernance de cette déclinaison locale de l'Agence française de la biodiversité, bien certainement qu'il va falloir se poser la question de savoir comment on règle le problème tel qu'il se pose au jour d'aujourd'hui. Le troisième élément, comme je l'ai dit, c'est un élément de contexte syntaxique. Ce matin, il y a quelqu'un qui a fait un petit rectificatif, qui a dit que ce n'est pas l'Agence française de la biodiversité, mais c'est bien l'Agence française pour la biodiversité. Et je vais reprendre un petit peu l'idée que décline Karine pour savoir est-ce que dans la syntaxe utilisée, il ne faudrait pas plutôt parler des délégations outre-mer de l'AFB plutôt que d'évoquer les délégations de l'AFB en outre-mer. Parce que dans ma tête, quand on parle de délégation de l'AFB en outre-mer, ça veut dire que tout part de l'agence parisienne et puis on va faire des déclinaisons locales dans les différents territoires. D'où la proposition. Et moi, c'est exactement ce que je comptais dire, à savoir qu'on devrait partir de là où se trouve la biodiversité à protéger et parler des délégations outre-mer de l'AFB qui seraient des espèces de têtes de pont de l'action de réflexion que nous avons menée. Et pourquoi pas, moi j'ai presque envie de faire la proposition que la Guyane devienne le siège de l'Agence française de la biodiversité. Moi je pense que personne ne m'en voudra, puisque ça découle d'une observation pragmatique, une observation de terrain, et qui démontre bien qu'on a davantage intérêt à favoriser ce partage d'idées avec la nation, sortir de cette impasse qui consiste à faire en sorte que tout parte de Paris pour arriver vers les Outre-mer et se dire que la réalité se trouve dans les Outre-mer. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver à la fois la syntaxe, trouver la sémantique, trouver les voies de défense pour que, au moment où ce projet va arriver au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, eh bien, que nos collègues soient intimement et suffisamment convaincus de la nécessité qu'il y a à inverser pour une fois la tendance. Mais je voudrais retenir cette idée, sans rentrer dans les détails de qui fera partie
de cette gouvernance, puisqu'on on présuppose naturellement que les services de l'État y seront présents, que la collectivité territoriale de Guyane devrait être présente, avec les différents partenaires qui gravitent autour de la protection de la biodiversité, de l'environnement. Donc pour moi, la question ne doit pas se poser à ce niveau, mais elle doit plus se poser dans le sens de la relation, du type de relation que Paris peut entretenir avec les Outre-mer dans le cadre de la question qui est posée. Et je me permettrai de boucler la boucle, simplement pour revenir à ce que disait le collègue Letchimi avant moi. Il n'est pas sain, il n'est pas normal que dans ce contexte-là, on ait à chaque fois à se bagarrer pour se faire entendre. On l'a dit hier matin, si vous permettez que je fasse une petite digression, lors de l'audition de la ministre de la Santé, qui est accompagnée de la ministre des Outre-mer, on a présenté une situation de la santé en Outre-mer qui relève d'une véritable... C'est un drame quotidien que nous vivons. Et on était à nouveau en train d'expliquer à la ministre qu'il n'est pas normal, qu'il n'y ait pas un titre, un volet Outre-mer dans son projet de loi santé, parce que c'est une nécessité absolue. Voilà, c'est une dynamique, c'est presque, je ne vais pas dire que c'est philosophique, mais en tout cas, ça devrait nous inciter à nous poser la question différemment pour pouvoir faire évoluer la relation. Merci. Merci, Gabriel. Alors, après, je le disais avant, moi j'étais volontairement provocatrice quand je parlais d'inverser les choses. C'est clair. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver en tout. Et il faut qu'on arrive collectivement à faire en sorte que systématiquement les intérêts des Outre-mer, parce qu'ils sont divers, puissent être pris en compte, quels que soient les domaines sur lesquels on travaille et quels que soient les niveaux auxquels on travaille. Et donc c'est pas la chose la plus facile. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a surtout rien dit. Il faut réussir à mettre ça en œuvre et à faire en sorte que ça rentre dans les esprits.